Voilà, moi je fais partie de l'unité des vannes, donc je suis enseignant dans les formations dont Isabelle Lesso a parlé. Je fais également partie du laboratoire de recherche en informatique IRISA de l'UBS, qui est juste à l'entrée de ce bâtiment. Donc je vais parler plutôt, on peut dire, du côté informatique, sachant que certaines choses dites auparavant sont très intéressantes quand même d'un point de vue informatique. Donc la partie définir des indicateurs, trouver les bons indicateurs, c'est un des problèmes derrière les tableaux de bord. Comment? Il faut monter le volume. Ah, d'accord. Bon, donc, effectivement, c'est quoi le besoin de l'informatique décisionnelle, ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle aujourd'hui, donc de l'informatique qui sert à la fin pour prendre des décisions, on peut dire. C'est effectivement tout ce qu'il y a autour de la problématique de la réactivité de la prise de décision. Donc, il faut prendre une décision, mais il faut la prendre assez vite, on peut dire comme ça. Ça, c'est surtout valable, soi-disant, dans un contexte un peu entreprise. Donc, effectivement, il y a les aléas du marché, il y a les sollicitations du marché, mais c'est peut-être aussi valable dans le contexte plutôt public, parce que de plus en plus, il y a un besoin de réactivité. Et l'autre côté, c'est bien sûr la fiabilité. Donc, on veut prendre des décisions qui sont basées sur des informations fiables. Donc, effectivement, on peut expliquer et supporter les décisions prises par une certaine fiabilité. Alors, bien sûr, la fiabilité et la réactivité se basent sur deux aspects un peu plus techniques, qui sont globalement la capacité à prévoir des choses éventuellement, pour explorer de l'information, pour en tirer de l'information nécessaire, comme par exemple les indicateurs, dont la présentation avant a parlé. Et cette capacité accrue de prévision et exploration, en fait, ça se base sur quoi? Sur tout simplement les données dont on dispose. Alors, les données dont on dispose peuvent être des bonnes données, on peut dire comme ça, mais malheureusement peuvent être des données erronées. Donc, il y a des faux, soi-disant, dans les données, pas forcément parce qu'on manipule les données, mais parce que tout simplement, le contexte fait que les données n'ont pas été collectées correctement, ou tout simplement les systèmes informatiques n'ont pas suivi des mises à jour correctes, donc ce qui fait que les données sont erronées parfois. Ils peuvent être des données, partiellement fausses, dans le sens qu'effectivement contradisent d'une certaine manière la réalité, sont typiquement hétérogènes dans le sens qu'effectivement, d'un point de vue informatique, peuvent être données sur des formats tableau, ou des formats texte, ou des formats tout simplement HTML, XML, etc. Par exemple, donc des formats plutôt hétérogènes. Ces données peuvent demander une certaine interprétation, c'est-à-dire effectivement on doit comprendre ce qu'il y a dedans avant de pouvoir les utiliser, parce qu'effectivement certaines données ne sont pas forcément tout à fait compréhensibles à tous, ou tout simplement ne sont pas tout à fait compréhensibles à ceux qui doivent mettre en œuvre par exemple un tableau de bord. Et parfois il y a un besoin d'intégration, c'est-à-dire on prend plusieurs bases de données, plusieurs sources en général, et on essaie de les remettre ensemble justement pour avoir plus d'informations sur certains indicateurs ou certaines liaisons qu'on peut en tirer. Donc ça c'est globalement ce qu'on dirait le besoin de l'informatique décisionnelle qui vient justement se positionner là-dedans. Alors les applications connues, sont des applications évidentes, d'une certaine manière, si on prend un domaine plutôt, entreprise, puisque ici c'est plutôt ce qui est marqué là, c'est plutôt un domaine d'entreprise, donc on sait que si on s'occupe des ventes, on veut connaître la tendance, on veut d'une certaine manière identifier des stratégies des ventes qui sont plus payantes, on peut dire comme ça. Si on fait du suivi de la performance du personnel, effectivement ça nous intéresse, avoir des informations sur ça. Si on est dans une entreprise de production, effectivement il nous intéresse de mesurer la qualité, par exemple, à tous les niveaux de tous les ateliers qui produisent des choses. Si on est dans un contexte général où on parle d'une organisation qui est faite par processus métier
effectivement, on veut optimiser éventuellement ce qu'on fait dans le contexte spécifique. Hein. Si on doit prévoir du budget, bah, c'est une question de prévision, effectivement, de certains aspects financiers. Et voilà, on peut éventuellement, dans un contexte vraiment très très général, on peut monitorer, si vous voulez, la performance à tous les niveaux d'une organisation. Alors pour faire tout ça, effectivement, ça ce sont des applications connues, c'est-à-dire on les fait depuis longtemps, mais effectivement l'informatique décisionnelle a comme objectif de rendre ça, enfin, de pouvoir permettre une certaine réactivité et aussi une certaine fiabilité. Donc ça c'est vraiment le domaine, le corps du métier. Alors le rendu visuel de ce type d'application d'informatique décisionnelle, à l'occurrence des tableaux de bord, hein, par exemple ça peut être ça. Donc effectivement ça c'est un suivi, si vous voulez, rendu de certains ventes, par exemple, qui ont été réalisées sur certains points de vente hein, qui font partie de l'entreprise. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on utilise pas mal des couleurs, qu'on utilise pas mal des visions graphiques qui donnent quand même des informations intéressantes pour ceux qui effectivement savent lire l'information. Donc par exemple, le rond-point plus grand, ça veut dire qu'on vend plus. Le rond-point plus petit, ça veut dire qu'on vend un peu moins. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et ici, on peut directement, visuellement, hein, visualiser le fait que ce qu'on s'attendait, ce qui est marqué, si vous voulez, ici, par exemple. Hein, donc ça, ce sont les, si vous voulez, les ventes qui sont prévues. Hein, effectivement, correspond plus ou moins aux ventes qu'on a réalisées. Donc ça, ici, vous voyez les ventes qui ont été réalisées. Donc visuellement, on veut globalement que ce qui était prévu, c'est plus ou moins ce qui a été réalisé. Et ça, c'est plutôt les commandes, plutôt que les ventes. Hein. Donc effectivement, ça c'est un peu la même chose. Donc on essaye de, comment dire, de montrer avec ce type d'application quelque chose d'assez, comment dire, synthétique, qui permet une certaine réactivité, mais qui derrière est basé sur certaines données qui sont collectées d'une manière fiable et qui montrent donc des informations tout à fait fiables. Donc ce type de graphique, dans un cas spécifique, ça peut être ensuite, si vous voulez, explorer, c'est-à-dire sur le guide des graphiques, effectivement, on peut, comment dire, zoomer, aller plus en détail éventuellement, parce qu'on veut visualiser magasin par magasin tous ces résultats, donc on peut le faire facilement avec un outil qui permet, en cliquant dessus, tout simplement, ça permet de visualiser d'une manière plus fine l'information. Et on peut avoir d'autres formes aussi, par exemple ici, c'est toujours la même information qui est plus ou moins utilisée, mais effectivement ici on a un classement qui est fait par, comment dire, magasins qui sont plus performants par rapport aux autres, pour voir si ceux qui sont plus performants, par exemple, donnent plus de revenus, par rapport à ceux qui sont moins performants, s'ils donnent moins de revenus. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut avoir, hein. Donc toujours cliquant, si vous voulez, sur les graphiques, on peut exploser et modifier la forme graphique qui est nécessaire pour visualiser certaines informations. Donc ça c'est un autre exemple encore, hein. Donc ça c'est plutôt plusieurs choses positionnées sur un seul, comment dire, une seule page web par exemple, hein. On peut imaginer comme ça. Donc c'est surtout c'est toujours un contexte un peu de vente. Donc effectivement ici vous voyez la performance par employé qui effectivement est donnée vis-à-vis de la performance qui est globale donnée par l'entreprise par trimestre par exemple. Donc on peut voir que d'une certaine manière on positionne tout de suite l'entreprise et ses ventes globalement, et ici on positionne effectivement qui a fait quoi et qui est le vendeur le plus actif au niveau des ventes. Donc ça, ce sont des choses plutôt simples qu'on arrive à faire aujourd'hui avec pas mal d'outils, et effectivement ça permet une certaine réactivité, comme je disais, et une certaine fiabilité, parce que derrière tout ça, il y a toute une phase de collecte des données, mise en forme, nettoyage, etc., qui suit. Alors justement, si maintenant on va plutôt sur le côté back-end, c'est-à-dire sur la partie qui est derrière ce type de graphique, et on commence à décortiquer un peu les composants informatiques qui, disons, sont nécessaires. Bon, il y a des composants qui sont, on va dire, d'une certaine manière nécessaires absolument dans certains contextes, et d'autres qui ne sont pas forcément nécessaires parce que ça dépend un peu de l'application spécifique. Mais donc cette l'idée qu'il y a derrière cette transparence, vous donner un aperçu
tous les composants, si vous voulez, typiques d'un système d'informatique décisionnelle, donc qui permet de réaliser ce que je viens de faire, ce que je viens de vous montrer. Donc d'abord, il y a, comment dire, une partie qu'on peut appeler globalement une couche donnée. Donc cette partie couche donnée a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de récupérer des données brutes, hein, donc, dont vous disposez. Alors ces données peuvent être, comme je dis, dans des formats les plus différents possibles. Hein. Ça c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et effectivement, il peut y avoir des données qui sont fausses, erronées, et ainsi de suite. Et ensuite, donc toutes ces données qui sont brutes, d'une certaine manière, il faut les positionner quelque part. Et donc, on utilise un composant qu'on appelle typiquement un composant d'entreposage, hein, qui permet de stocker sous un certain, avec un certain format, toutes les données dont on a besoin. Alors, pour faire le passage entre les données brutes et le composant d'entreposage, il vous faut un composant d'intégration, hein, c'est-à-dire typiquement quelque chose qui permet d'intégrer des données. Et c'est quelque chose qui permet d'intégrer les données, c'est typiquement un composant ETL, qui veut dire Extract Transformational Load, qui typiquement est un composant qui permet de faire des actions informatiques sur les données et typiquement d'interroger les données brutes, modifier certaines valeurs, apparier certaines données et ainsi de suite. Donc ça c'est la partie couche donnée qui vous permet donc de mettre ensemble tout un ensemble de données dont vous avez besoin pour ensuite réaliser vos applications. Alors ici, le composant d'entreposage, c'est assez important parce qu'effectivement, c'est celui qui permet de collecter, de stocker toutes ces données. Et donc, il doit y avoir un format, des formes qui sont spécifiques aux données dont vous avez besoin. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a fait un gros boulot, soi-disant, de mise en disposition de données qui est nécessaire. Et ensuite, donc, on peut passer sur la partie plutôt application, on peut dire comme ça. Donc, dans le côté application, donc, on peut faire du reporting classique. Donc, effectivement, on a du reporting statique, classique, comme production de documents dans laquelle on contient, on a dedans, si vous voulez, les informations qui sont demandées. Et on peut avoir des fonctionnalités plutôt d'exploration, hein, donc typiquement qui nous permettent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'exemple, de zoomer sur certains contextes en disant ça c'est le résultat global, donc on zoome, on regarde pourquoi c'est un résultat global et comment ça a été obtenu ce résultat global. Donc ça c'est un composant d'exploration qui typiquement nous permet de savoir plus sur certaines données agrégées, si vous voulez. Et le reporting, que ce soit le reporting ou l'exploration, donc ce sont deux fonctionnalités des bases qui nous permettent de réaliser des tableaux de bord plus ou moins interactifs ou des scorecards, hein, comme on les appelle parfois. Sinon, si on veut connaître beaucoup plus, comment dire, si vous voulez, sur les données, effectivement, il faut, à partir des données, extraire des connaissances. Donc ça, c'est plutôt le reporting, l'exploration sont plutôt des fonctionnalités, on peut dire, descriptives. Donc d'une certaine manière, on va voir ce qui a été fait et on peut l'agréger d'une manière plus ou moins compliquée, mais on regarde tout simplement, on se limite à regarder ce qui a été observé dans les faits à travers les données. Mais on peut avoir quelque chose, on peut demander à ce type de système décisionnel des choses plus sophistiquées, comme par exemple, essayer d'extraire de la connaissance, ce qu'on appelle toujours, surtout aujourd'hui, du mining, et faire du mining dans les données. Utiliser donc, si vous voulez, les données comme des mines d'information, hein, et faire du mining dedans, donc aller extraire de l'information dans les données, qui peut être des données sous forme, par exemple, relationnelle, donc on fait du data mining classique, mais ça peut être des données qui sont des données type texte, comme je disais tout à l'heure, donc on fait du text mining pour extraire justement de l'information qui serait cachée dans les données. Donc ça c'est intéressant aujourd'hui parce qu'on veut connaître beaucoup plus à partir des sources dont on dispose. Et aussi sur la base de ce qu'on a, on peut faire aussi plutôt de la simulation, donc simuler des scénarios éventuellement futurs pour voir qu'est-ce que ça peut donner sur la base des informations dont on dispose effectivement. Qu'est-ce que ça pourrait donner effectivement le fonctionnement futur de notre entreprise par exemple pour ensuite prendre des décisions.
Donc ça sont plutôt des composants de prévision, donc on fait de la prévision plutôt que de la description de la situation actuelle. Hein. Donc on peut prévoir des choses. Ça c'est l'idée globale. Donc pour ça, bien sûr, il faut, comment dire, des modèles derrière, mathématiques plus ou moins, qui vous supportent effectivement dans l'utilisation des données. Le reporting et l'exploration sont des fonctionnalités typiquement, bon, c'est compliqué d'un point de vue informatique si vous avez beaucoup de données, hein, d'une certaine manière, mais ça se limite à effectivement voir ce qu'il y a dedans. Ici, il vous faut quelques modèles mathématiques qui vous permettent effectivement de prévoir sur la base de données dont vous disposez. Et dans certains contextes, dans certains outils, on a des composants d'optimisation éventuellement. Donc on peut faire éventuellement de l'optimisation qui est différente bien sûr de la prévision. Et dans les outils plus sophistiqués, on peut, une fois qu'on a fait du reporting ou de la prévision, on peut, comment dire, automatiser des règles pour que l'organisation se base sur ces règles pour son fonctionnement. C'est-à-dire, si, par exemple, dans un contexte marketing, on prévoit que certains types de clients achètent certains types de produits, alors dans le fait, effectivement, on pilote l'action de marketing sur certains clients qui ont un certain profit pour leur vendre certains produits. Donc effectivement, dans des outils plus sophistiqués, on peut faire transiter la prévision ou le reporting, si vous voulez, vers des règles qui permettent de piloter en temps réel, on peut dire, l'organisation même. Donc ça, c'est un schéma assez générique, hein, donc qui permet de donner, comment dire, les composants principaux, si vous voulez, ou typiques, comme je l'appelle ici, d'un système d'informatique décisionnelle. Donc pas seulement un tableau de bord, on peut dire comme ça, mais autre chose beaucoup plus sophistiquée, qui vous permet de faire des choses plus avancées pour le bon fonctionnement, disons, de l'organisation en général. Alors pour donner un contexte, pour concrétiser un peu quelques éléments hein, qui est derrière ce transparent qui peut sembler assez abstrait, mais en réalité tout ça s'est réalisé dans les outils informatiques d'informatique décisionnelle. Je vous montre un petit exemple, mais c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Vous concrétisez certaines choses qui sont assez, qui peuvent paraître assez abstraites. Hein. Donc effectivement ici on a des données sources qui concernent des clients, par exemple. Donc on a effectivement des clients qui achètent des quantités de certains produits à une certaine date. Donc le premier, ça peut être un tableau sous forme relationnelle, on peut dire comme ça, qui est stocké dans une base de données, si vous voulez. Le deuxième, ça peut être un fichier texte, donc qui stocke les données sur les clients de manière textuelle, hein, ce qui est tout à fait possible. Donc effectivement, le composant ETL vous permet de lire de manière fiable ces informations à des échéances bien définies aussi. Donc ça, c'est très important hein, d'un point de vue informatique, parce que vous pouvez programmer vous-même les échéances et programmer bien sûr les formats dont vous avez besoin. Et il vous permet de créer des données intégrées. Alors ces données intégrées, justement, comme j'ai essayé de mettre en évidence sur cet exemple, peuvent être des données qui sont un peu différentes par rapport aux données brutes. Par exemple ici, ce que j'ai marqué, c'est que ici il y a en rouge, hein, vous avez une erreur dans la quantité, parce que vous avez une lettre dans un champ qui doit normalement contenir que de quantité ou de numérique. Donc globalement, ça c'est une erreur dans les données sources. Et éventuellement, le client qui, comment dire, vous avez identifié avec l'identifiant 1, donc ça c'est le premier client ici, ça ne correspond pas au client 1 de l'autre source. Donc ça arrive, parce qu'on a, comment dire, des sources qui identifient d'une manière différente des données qui sont les mêmes ou des données qui sont différentes. Donc le cas ici, c'est que le client ici est identifié par 1, donc, si on le voit ici, en fait ça ne correspond pas au premier client. Donc effectivement ici, il faut, pour avoir des données correctes, soit disant pour les utiliser, il faut changer les clés. Donc globalement ici, c'est lui qui s'appelait 1 dans le premier fichier, dans le fichier texte, on peut dire comme ça. Maintenant, ce sera le client 3 parce que tout simplement, il n'y a pas de superposition entre les clients 1 et les clients 1 de l'autre fichier. Donc effectivement, les données intégrées, c'est une étape dans les contextes les plus complexes, incontournable pour avoir des données qui sont vraiment intégrées, hein, correctement.
Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des superpositions qui ne sont pas bonnes dans le système informatique. Donc ça ne marchera pas au niveau des analyses que vous menez. Donc ça, c'est l'objectif du composant ETL, qui est un composant tout à fait incontournable, on peut dire comme ça, des systèmes décisionnels multisources. Parce que si vous avez qu'un fichier, peut-être un composant ETL, ce n'est pas nécessaire, mais si vous en avez plusieurs, hein, comme dans la plupart des cas, un composant ETL, c'est absolument nécessaire. Et ensuite, donc, ce composant ETL, en fait, ça vous permet de remplir, comment dire, un entrepôt. Alors, l'entrepôt, typiquement, ça change un peu l'organisation des données, hein, en disant que tout simplement, ici, par exemple, on est intéressé à mesurer une sorte de quantité. Donc, l'indicateur, c'est la quantité vendue ou achetée par les clients. Ça, c'est peu importe. Et effectivement, pour réaliser un petit tableau de bord qui concernerait la quantité, il faut, d'un point de vue informatique, pour que les choses fonctionnent correctement avec une performance tout à fait acceptable, il faut éventuellement réorganiser les données en format, comme on l'appelle, dimensionnel. C'est-à-dire, ici, il faut avoir, comment dire, directement dans les données stockées, les données agrégées. Donc ici, vous trouvez la quantité stockée et agrégée par mois et par année. Donc ça vous permet de réaliser vite les graphiques qui concernent la quantité par mois et par année. Vous avez la quantité des produits vendus, donc ça vous permet de réaliser vite les graphiques qui concernent la quantité vendue par produit. Et ici, ça vous permet de visualiser vite la quantité vendue par client. Donc tout ça, c'est une organisation typique d'entrepôt, hein, qui vous permet d'optimiser, si vous voulez, la visualisation. Parce que certaines données sont déjà précalculées, certaines informations sont déjà précalculées et donc disponibles une fois pour toutes dans le système. Donc tout ça, c'est la partie, soi-disant, couche donnée, qui est, soi-disant, nécessaire à organiser. Hein. Donc effectivement, ça demande un certain travail pour ensuite pouvoir réaliser les tableaux de bord ou autre chose, comme je disais, c'est-à-dire la prévision, par exemple, l'optimisation ou aussi le pilotage temps réel de l'organisation. Donc, sur les composants d'entreposage, ensuite, vous pouvez effectivement, par exemple, faire du reporting, de l'exploration. Hein. Tout simplement, comme je disais, ici, vous réalisez facilement les graphiques de quantité par mois parce que vous l'avez déjà, par mois, pardon, parce que vous l'avez déjà directement là. Et ce qui est intéressant de ce type d'organisation, c'est que si vous suivez, soi-disant, ce chemin, celui qui est indiqué par la flèche, vous pouvez avoir la quantité par jour. D'accord? La quantité par jour qui n'est rien que la lecture du tableau qui est au milieu, hein, de cette organisation de données. Donc typiquement, si vous êtes sur la table, celle-là, vous visualisez ça, mais ensuite, avec une opération informatique qui s'appelle drill down, hein, typiquement de ces systèmes, en fait, vous pouvez zoomer et visualiser automatiquement le tableau qui est là, au milieu, sous forme graphique également. Alors typiquement, le système de tableau de bord d'aujourd'hui vous permet de faire ça graphiquement, c'est-à-dire vous cliquez sur le visuel et il vous ouvre ça. C'est-à-dire vous ne voyez pas la partie informatique, mais d'un point de vue informatique, en fait, ça correspond à cette opération de drill down, hein, effectivement, de zoom sur les données, qui vous permet de visualiser d'une manière plus fine certaines informations et les avoir donc sur le même graphique ou sur des graphiques superposés. C'est bon? Ouais. Okay. J'ai 5 minutes. Hein. On va dire ça. Deux. Tu m'as pas dit avant. J'ai essayé, mais. Bon, en tout cas, je n'ai pas énormément de choses à dire. Hein. C'est la chose la plus longue. Donc, effectivement, quand vous voulez mettre en place un système d'informatique décisionnelle, un tableau de bord à l'occurrence, hein, donc il y a des choses à suivre. Donc, il y a la partie collecte des besoins, si vous voulez. Donc, effectivement, les collectes des besoins, ça passe par ce concept d'indicateur qui a été mentionné tout à l'heure. Et ça peut passer par d'autres concepts qui ont été aussi mentionnés tout à l'heure. Effectivement, quand on se pose la question quels sont les indicateurs qui vont mettre en évidence, ça c'est une phase qui vient en amont effectivement de la mise en place de l'outil informatique. Et donc dans ce contexte, vous avez des méthodologies spécifiques, hein, dont un exemple ça a été montré tout à l'heure, mais vous avez aussi des méthodologies génériques qui existent dans le contexte plutôt entreprise
qui passe par les concepts de processus métier. Je ne vais pas autre chose sur ça, parce que c'est assez long. Hein. Et sinon, du côté, disons, outillage informatique, vous avez typiquement des phases, des éléments clés hein, à suivre. Donc vous avez les choix des composants qu'il vous faut, parce que faut il y a des composants optionnels, hein, il y a des choses qui sont absolument nécessaires et d'autres pas vraiment nécessaires, et des outils que vous voulez utiliser. Il y a bien sûr la partie audit de la qualité de données. Donc la qualité de données doit être auditée de manière formelle et rigoureuse. Hein, donc il faut savoir quelles données on exploite. Justement, ça vous permet de mettre en place un composant ETL correct, d'une certaine manière, ou de corriger les données auparavant. Donc il y a la conception de ce qu'il faut mettre dans chaque composant que vous avez choisi, la mise en œuvre, le test, et ensuite la partie production. Et ce qui est important, c'est la partie évolution, parce que les indicateurs changent sur le temps. Vous aurez aujourd'hui des indicateurs, mais peut-être demain, vous aurez d'autres indicateurs. Donc ce type d'outil informatique doit être quand même maintenu d'une manière continue. Au niveau de quelque chose sur les outils, donc ici c'est un graphique qui a été récupéré de Gartner, donc qui est un groupe qui fait du consulting sur les outils informatiques de toutes sortes. Hein. Donc ici ça vous donne un peu la perspective de ce qu'il y a sur le marché. Ce qu'il y a sur le marché, c'est pas du tout une évaluation d'outils, c'est juste un positionnement de marché, c'est-à-dire ça compte aussi combien des clients achètent certaines choses. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est comment dire, on a les leaders qui sont des leaders connus, donc vous trouvez SAS, IBM, SAP, donc SAP c'est BO, Business Objects. Donc là sont les noms de l'entreprise qui vend l'outil, mais derrière il y a l'outil, donc SAP c'est BO, IBM c'est Cognos et SPSS. Et après il y a SAS, qui est aussi un ensemble d'outils. Oracle, qui est aussi un ensemble d'outils, donc c'est pas seulement la base de données, mais c'est aussi autre chose. Hein. Et après, vous avez des entreprises très ciblées sur l'outil, donc Tableau, qui a été cité tout à l'heure, ClickTech, qui vend ClickView, hein, donc, qui est assez connu aujourd'hui. Et vous avez l'ensemble d'outils Microsoft qui sont assez utilisés, parce que Excel, c'est quand même très évolué par rapport à certaines choses. N'arrive pas à faire certaines choses d'infrastructure, mais effectivement, c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses. Et ici, vous trouvez une autre série de compagnies, on peut dire plus petites, on peut dire comme ça, dans lesquelles on trouve pas mal de choses qui sont aussi open source, c'est-à-dire avec une licence, plutôt qu'open source, aussi avec une licence gratuite. Donc vous trouvez ici entre guillemets, le leader de la partie gratuite, qui est Pentao, qui est une suite, un ensemble d'outils, hein, un ensemble de composants, dont je parlais tout à l'heure, hein, qui effectivement vous permet de mettre ensemble toute la chaîne qu'on a vu tout à l'heure d'informatique décisionnelle. Vous trouvez Pago BI aussi, qui est pas mal, et d'autres choses. Et après, ici, il y a aussi certains parmi les plus importants du marché, soi-disant. Il y a aussi certains possibilités d'avoir que certaines fonctionnalités ou certains composants avec un format de licence gratuite. Donc, ça vous donne un peu une perspective, hein, où vous avez les leaders, on peut dire, en termes de quantité vendue, en termes de connaissance de l'outil, et vous avez des niche players, donc des entreprises plus petites, parmi lesquelles vous trouvez pas mal de licences gratuites, et donc vous pouvez réaliser votre système décisionnel à moindre frais. Et pour conclure, hein, donc vous avez des tendances aussi technologiques qu'il ne faut pas oublier, donc, parce que, je répète, il faut une certaine réactivité. Donc l'informatique s'est surtout penchée sur cet aspect de réactivité, on peut dire aujourd'hui, et pour rendre toujours plus facile, plus accessible les données. Et donc vous avez aujourd'hui toute une série d'offres sur le marché de bases de données en mémoire, parce que, comment dire, les bases de données, vous pouvez les réaliser sur disque, ce qui demande un certain temps d'accès aux données. Mais aujourd'hui, avec la possibilité de réaliser en mémoire les bases de données, vous pouvez être vous pouvez accéder aux données d'une manière plus vite. Vous pouvez avoir des organisations NoSQL, c'est-à-dire des organisations de données qui ne sont pas basées sur les schémas relationnels standards typiques. Donc vous voyez des exemples ici. Vous voyez ce qu'on appelle les NewSQL, donc qui utilisent des techniques encore plus performantes pour accéder aux données, mais tout en restant dans la partie SQL.
Vous avez toute la partie Distributed File System qui est, comment dire, réalisée ou visualisée aujourd'hui par les systèmes style Hadoop, MapReduce. Donc il vous permet en fait de lire des fichiers un peu partout sur Internet, des choses comme ça. Et vous avez autre chose, donc vous avez typiquement des outils de visualisation très avancés et géolocalisés, donc qui vous permettent de réaliser des tableaux de bord sophistiqués avec des cartes et de positionner les données sur les cartes. Vous avez toute une série d'offres qui permettent de visualiser les tableaux de bord, toute application possible sur dispositif mobile, qui a des contraintes quand même assez importantes. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir votre système décisionnel réalisé d'une manière par sous-traitance. C'est-à-dire, vous ne implantez pas les outils informatiques ni matériels, mais vous accédez à un service informatique qui, en fait, fait ça pour vous, une fois que vous leur avez donné, effectivement, les informations à stocker. Et donc, les outils informatiques, aujourd'hui, on peut dire permettent une utilisation de plus en plus simple, parce qu'en fait, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas très difficile, c'est pas, comment dire, ça demande une certaine compétence, mais effectivement, c'est pas de la programmation informatique, c'est très visuel, donc on peut faire des graphiques facilement, on peut faire du ETL avec une programmation assez visuelle, assez facile. On a des solutions, des tendances informatiques qui permettent une amélioration significative des performances d'accès aux données. Donc, vous avez entendu parler des big data, tout ça, donc effectivement, on prend en compte des masses énormes de données aujourd'hui, parce que justement, les organisations informatiques permettent de le faire. Mais comme vous êtes peut-être plutôt du côté de l'interprétation de données et plutôt de l'utilisation de données, il ne faut pas oublier que les données, il faut les traiter toujours avec précaution, donc il ne faut pas se noyer dans la facilité de l'informatique pour ensuite réaliser des analyses qui n'ont pas de sens. Et vous trouvez sur Internet, ou partout, de plus en plus d'évaluations d'outils qui peuvent être utiles si vous devez mettre en place un système informatique décisionnel pour vos services. Bon, voilà. J'ai dépassé un peu le temps.